Lamia El Harraj, bonjour. Bonjour. Après cette entrée en matière tonitruante de Nicolas, alors revenons sur l'actualité qui est d'abord celle de la réforme des retraites. La mobilisation s'est essoufflée dans la rue. Le Sénat a voté une version du texte. Est-ce que le combat est perdu pour ceux qui s'y opposent ? Non, je ne pense pas que le combat soit perdu. Il y a un retour à l'Assemblée nationale qui doit se faire. Après la commission mixte paritaire, donc jeudi matin, normalement, on vote au Sénat et l'après-midi à l'Assemblée. Tout à fait. Après la commission mixte paritaire. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que la droite au Sénat a clairement apporté sa caution au texte et est venue renforcer l'axe très à droite qui était porté dans le cadre de cette réforme. Il va falloir l'assumer devant les Françaises et les Français qui, eux, souhaitent voir la mobilisation continuer. Il y a des blocages qui sont en cours. Il faut voir là aussi ce que ça va donner. En tout cas, ça a été souligné juste avant. Il y a quand même un mépris de la part du gouvernement qui est assez incroyable, puisqu'Emmanuel Macron a refusé de recevoir les syndicats, ce qui est quand même assez inédit au vu de la mobilisation sociale. Donc moi, je suis quand même assez inquiète des suites et surtout des conséquences que ça va avoir sur les Français. Si on va au vote jeudi après-midi dans l'Assemblée, vous avez une idée du résultat ? Parce que les pronostics, on s'y perd un peu. On n'a pas d'idée du résultat, d'où la menace du 49-3. Je pense que la réalité, c'est que cette réforme peut ne pas passer en fait à l'Assemblée nationale. On voit bien, je ne sais pas si vous avez vu, mais au Sénat, il y a un certain nombre de sénateurs qui ont demandé à changer leur vote sur le report de l'âge légal à 64 ans. Ça veut quand même dire que ça a un impact, cette mobilisation qui est celle des citoyens. S'il y a 49-3, il y aura motion de censure. Est-ce que la gauche doit voter une motion de censure avec le Rassemblement national ? Alors, c'est pas présenté tout à fait de la même manière. La gauche déposera une motion de censure. Et si le RN la vote, ça, c'est la responsabilité du RN. Nous ne demandons pas les voix du RN, mais en tout cas, nous déposerons une motion de censure à l'Assemblée nationale. Si la motion de censure l'emporte, le gouvernement tombe, mais Emmanuel Macron a prévenu, il dissout l'Assemblée nationale. Mais qu'il dissolve l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il faudra reconduire l'accord électoral de la NUPES, l'accord de juin, pour les législatives qui suivront ? Écoutez, dans le cadre du congrès de Marseille du Parti socialiste, nous avons porté une ligne très claire avec Nicolas Maillard-Rossignol, à savoir que la NUPES a été un accord électoral qui s'est noué en juin 2022, et nous considérons qu'il n'a pas permis à la gauche de gagner, qu'il a contribué à renforcer le Rassemblement national de par la position d'un certain nombre de députés insoumis, on l'a vu dans le cadre de la réforme des retraites, et au-delà de ça, nous considérons que le centre de gravité de cet accord tel qu'il s'est construit ne permet pas à la gauche ni d'être audible ni d'être crédible. Donc nous, de notre côté, nous défendrons les candidatures socialistes, c'est ce que nous souhaitons, et c'est déjà ce que nous faisons dans le cadre des législatives partielles qui se déroulent à certains endroits du territoire. On va en dire un mot, mais si vous allez diviser après une dissolution, ça sera compliqué quand même d'avoir beaucoup de députés. Je ne vous dis pas qu'on va y aller diviser, je dis simplement que la NUPES telle qu'elle existe ne peut pas être le cadre demain de l'union de la gauche. Nous sommes favorables à l'union de la gauche, mais nous considérons que cette union de la gauche, pour être victorieuse, doit se positionner dans une voie centrale, une voie qui permette de rassembler la majorité des Françaises et des Français. Puisque je rappelle quand même que l'objectif pour pouvoir gagner, c'est de faire 50% plus une voix à minima. Ce n'est pas ce qui s'est passé en juin 2022. Et on a l'impression que le débat sur les retraites a encore accru la soumission apparente du Parti socialiste à la ligne dure et les filles. C'est pas le sentiment que j'ai. Je pense surtout que c'est le bruit et la fureur en fait qui l'emportent. C'est-à-dire que les insoumis ont une stratégie de communication et je vais rester poli, mais d'agressivité, voilà. Oui, voilà, on va dire qu'on n'a pas tout à fait la même façon de faire de la politique qui a contribué à écraser complètement le débat qui n'a quasiment pas eu lieu en fait à l'Assemblée nationale, puisque la demande des syndicats était de pouvoir aller jusqu'à l'examen de l'article qui concernait le report de l'âge légal à la retraite. Ça n'a pas été possible parce qu'ils ont déposé des milliers et des milliers d'amendements qu'ils ont refusé de retirer contrairement aux autres groupes de gauche, mais qu'au-delà de ça, le débat a été complètement écrasé par le ballon de foot, les insultes, les invectives, et ça pour nous c'était pas acceptable, parce qu'on pense que quoi qu'il arrive au final, et j'espère que cette réforme ne sera pas adoptée, mais dans l'hypothèse où elle est adoptée, il est important que le débat puisse avoir lieu et que nous sommes dans la confrontation d'idées et non pas dans l'invective de personnes. Vous évoquez une élection législative partielle. En effet, dans l'Ariège, il y aura bientôt un vote et vous ne soutenez pas la candidate de la NUPES à cause de ses positions ? Écoutez, il y a deux choses. Nous ne soutenons pas Bénédicte Taurine, qui était la députée annulée par le Conseil constitutionnel pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la NUPES, pour nous, aujourd'hui, n'est pas le cadre dans lequel nous sommes censés continuer d'évoluer, puisqu'il n'a pas permis de gagner en juin dernier. Deuxièmement, c'est une candidate qui a eu un certain nombre de positions qui nous semblent être incompatibles avec ce que nous défendons au sein du Parti socialiste. C'est-à-dire qu'avoir des accords, ok, pourquoi pas,
évidemment que nous sommes favorables à l'union de la gauche, mais ça doit se faire en cohérence avec nos valeurs. Une candidate qui a soutenu des positions anti-vax, qui a manifesté contre les vaccins, une candidate qui a voté la résolution disant qu'Israël est un État d'apartheid, une candidate qui a manifesté aux côtés d'un certain nombre de personnes, indigénistes de la République, tenant défenseurs de l'islam politique, pour nous, ce n'est pas compatible avec les valeurs que nous défendons. Et au-delà de ça, il y a eu une situation similaire dans la 15e circonscription de Paris où j'étais députée sortante et où la France Insoumise a considéré que l'annulation du Conseil constitutionnel faisait qu'il n'y avait pas de statut de député sortant. Donc ils ont établi une jurisprudence qu'aujourd'hui nous reprenons à notre compte et nous soutenons la candidature socialiste de Martine Frogier. Conséquence parisienne de la grève, Nicolas l'évoquait, les ordures s'accumulent sur les trottoirs. Pourquoi la mairie ne fait-elle rien ? Alors la mairie ne fait pas rien, mais simplement il y a un cadre légal qui nous contraint. Quand un agent est en grève, nous n'avons pas le droit de nous substituer à cet agent. Ça paraît quand même assez logique. Quelle que soit la durée de la grève. Le cas échéant, ça nous mettrait dans une situation où on casse le droit de grève et nous n'en avons pas le droit. Il y a des mesures qui sont mises en œuvre, sans doute pas suffisamment visibles, et je le comprends tout à fait. C'est vrai qu'il y a une accumulation d'ordures aujourd'hui qui est assez conséquente. Nous pouvons enlever les sacs à partir du moment où ils obstruent la chaussée, où il y a des nuisances conséquentes, il y a un risque de salubrité, où il y a une mise en danger d'un certain passage. Nous avons assuré le nettoiement des marchés qui se sont tenus ce week-end, ce qui est un défi en soi. Et il faut savoir qu'au-delà de l'aspect collecte, tous les incinérateurs, les centres de tri et de recueil des déchets sont bloqués actuellement. Donc nous n'avons pas la possibilité d'agir. Et la réalité aujourd'hui, c'est que si vous voulez que la situation elle évolue, et je partage cette envie, moi aussi j'habite à Paris et c'est vrai que c'est assez gênant, écoutez, demandez au gouvernement de retirer sa réforme des retraites parce que la responsabilité elle est là. Les éboueurs ont le droit de faire grève et le gouvernement est en train de découvrir que oui, il y a des métiers qui sont indispensables. Ça plaide un peu pour la privatisation du ramassage des ordures parce que dans les arrondissements où c'est privé, ça va mieux. Non, pas du tout. Ça va mieux en termes de collecte à certains endroits, mais ce ne sera plus le cas et je crois que ça n'est déjà plus le cas depuis hier ou avant-hier. Mais de toute façon, les centres de collecte et les incinérateurs sont bloqués. Donc ça ne change rien en réalité. Et dans quelques jours, la situation sera exactement la même. La question, c'est pas le privé ou pas le privé, parce que même si la collecte se fait, de toute façon, derrière, les déchets s'accumulent puisque les incinérateurs ne sont pas accessibles. Demain, nous serons à 500 jours du début des Jeux Olympiques. Quand on voit la grève des transports, la grève des poubelles, on se dit, mais si ça arrive au moment des Jeux, ils ne pourront pas se tenir. Écoutez, il faut tout faire pour que ça n'arrive pas au moment des Jeux. Après, le droit grève est un droit fondamental et je ne crois pas qu'aujourd'hui, on soit en position d'anticiper ce qui se passera dans 500 jours. De notre côté, du côté de la ville et j'espère aussi du côté de l'État, c'est un événement international important. L'ensemble des regards du monde entier seront braqués sur nous. Nous allons accueillir près de 10 millions de spectateurs. Il y aura énormément d'athlètes qui seront présents. C'est un événement qui mobilise l'ensemble de notre pays, qu'on a l'honneur de pouvoir recevoir avec pour la première fois les Jeux paralympiques qui se dérouleront en France. Donc nous allons tout faire pour que les choses se passent bien dans un esprit intelligent et collaboratif, j'espère aussi avec le gouvernement qui fera le nécessaire pour ne pas qu'on se retrouve dans la situation que nous sommes en train de vivre actuellement. Alors justement, vous parliez des Jeux paralympiques, l'accessibilité des sites et globalement de toute la capitale aux handicapés. C'est un de vos dossiers, je crois. Est-ce que vous êtes rassuré sur l'état du chantier des Jeux sur ce point-là ? Écoutez, nous travaillons d'arrache-pied pour être prêts pour les Jeux paralympiques et nous le serons. Il y a tout un ensemble de chantiers qui sont ouverts sur les questions d'accessibilité universelle qui ne concernent pas uniquement la voirie, je le rappelle, puisqu'il y a les handicaps physiques, mais il y a aussi les handicaps psychiques, ceux qu'on ne voit pas, sur lesquels nous sommes en train de travailler et l'ensemble des sites seront accessibles ainsi que l'ensemble des quartiers prévus et les équipements prévus. Donc nous serons à la hauteur du rendez-vous. Vous avez pris la tête du Parti socialiste à Paris récemment. Est-ce que vous serez candidate au sénatorial à l'automne ? Écoutez, tout ça, ce sont des hypothèses. Je ne réponds jamais par principe à des questions qui ne sont pas étayées ou qui ne correspondent pas à une réalité. Il y a une réalité, c'est que David Assouline ne se représente pas, il y aura un siège vacant. Mais je ne suis pas un homme. Vous savez, David Assouline ne se représente pas, mais vous savez qu'il y a une règle de parité et que pour ma part, je ne suis pas un homme. Donc on verra bien ce qui se passera d'ici là. Le Conseil national qui a eu lieu ce samedi du Parti socialiste a vu adopter un calendrier de désignation de nos candidats. Donc dans quelques semaines, je serai en mesure de répondre de façon très précise à cette question. Comment, après l'accord de Marseille, suite au congrès du PS, vous gérez cette posture d'opposition à la direction nationale du parti ?
Écoutez, à la base, l'accord de Marseille était censé permettre une direction collégiale à la tête du Parti socialiste, avec une recherche de solutions par consensus, avec des espaces de dialogue et, je dirais, d'émulation d'intelligence collective. Force est de constater que c'est pas tout à fait ce qui se passe, puisque lors du Conseil national de ce samedi, il y a eu d'une part une interprétation je dirais, évolutive de nos règles de base, à savoir nos statuts, notre règlement intérieur, de façon à permettre à Olivier Faure de bénéficier d'une majorité au Bureau national, majorité qu'il n'avait pas de cette façon-là. Donc déjà, c'est un premier constat qui, moi, m'ébranle un petit peu. Un petit putsch interne, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est un putsch, en tout cas, c'est un coup de force. Voilà, moi, je crois que quand on fait le choix d'évoluer au Parti socialiste, on fait le choix d'un parti démocratique, où il y a des règles communes qui nous permettent de pouvoir vivre ensemble et de pouvoir travailler ensemble. Et là, ce que je constate, c'est que les règles ont une interprétation variable en fonction de ce qui arrange ou pas Olivier Faure. Et ça me pose un problème. Ensuite, sur la question aussi du rapport à la démocratie, Olivier Faure a conditionné un des points de l'accord de Marseille, à savoir le fait que mon courant intègre à la direction nationale à un vote sur l'Ariège qui n'était pas nécessaire, puisqu'il y a 3 autres législatives partielles sur lesquelles il n'y a pas eu de décision, il n'y a pas notamment eu de débat, notamment en Israël, notamment au Maghreb et en Amérique latine. Et ils ont fait le choix de focaliser sur l'Ariège, puisque c'était un point de divergence entre nous, et qu'il a considéré que, en gros, puisque vous n'êtes pas d'accord avec moi, partez. Enfin, moi, je reprends cette expression qu'il avait eue, et donc je vois que ça continue, et je le regrette. Est-ce que l'avenir du socialisme que vous défendez et de ces valeurs-là n'est pas hors du Parti socialiste? Par exemple avec Bernard Cazeneuve dans son aventure récente. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Moi, je suis très attachée au Parti socialiste. Je le dis souvent, le Parti socialiste n'appartient à personne, il appartient à ses militants. Et nous sommes militants, héritiers de cette histoire qui est celle du socialisme en France. Et on peut le sauver de l'intérieur. Oui, et nous continuerons de nous battre en interne, nous continuerons de nous opposer de façon constructive, nous continuerons de porter, de défendre un certain nombre de valeurs. On l'a fait lors du Conseil national. Et puis, écoutez, moi, ce que je dis, c'est que tous ceux qui pensent que ce socialisme-là doit se renforcer, qui pensent que nous devons rester cohérents avec l'esprit des Lumières, avec le progressisme, avec l'internationalisme, avec un certain nombre de valeurs humanistes, écoutez, venez nous rejoindre, venez nous renforcer, venez nous aider. Je serai ravie de vous accueillir à Paris, en tout cas. Lamia El Harraj, le message est passé. Merci, bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup, Christophe.